RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. L'actu des nouvelles techno, c'est De quoi je me mail, le dimanche matin à la radio sur RMC, et puis vous le savez sur 01 TV, sur la chaîne, sur les box, Freebox, mais aussi les box Orange, les box SFR et sur FranceSat aussi, et puis sur Dailymotion, sur YouTube et sur 01nettv.com. On va parler maintenant de santé connectée avec la pépite française de la santé connectée. Je suis très heureux d'accueillir Mathieu Leton. Bonjour. Bonjour François. Vous êtes le directeur général de WeThings. Alors WeThings, certains d'entre vous connaissent, peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas ou un peu moins. Et bien justement, on va se faire une petite piqûre de rappel de, je le disais, je le répète, une vraie pépite française de la santé connectée qui rayonne bien au-delà de notre pays. WeThings aujourd'hui a des ambitions internationales et vos produits, on les retrouve un petit peu partout dans le monde. Et voilà, il faut être fier aussi d'avoir cette belle boîte française. Mathieu, alors juste un mot sur votre parcours à vous, parce que WeThings c'est aussi une aventure humaine intéressante pour vous. WeThings a été créé par Eric Carrel, Cédric Hutchins et puis Fred Potter il y a quelques années de cela. En 2009. Vous êtes arrivé en 2011. C'est ça. Vous avez 32 ans aujourd'hui. Exactement. Et en 2011, donc vous étiez pas très vieux, on va dire. Vous êtes arrivé agent de support et aujourd'hui, donc 9 ans plus tard, vous êtes directeur général de WeThings. C'est fou. Oui, c'est un parcours incroyable. C'est un parcours intéressant. Je pense que c'est aussi ce que permet l'environnement start-up. Surtout quand on a des dirigeants qui font confiance aux gens et qui leur donnent des responsabilités. Donc voilà, je suis arrivé, on était une petite quinzaine, aujourd'hui on est 250, on a un bureau aux États-Unis, un bureau à Hong Kong. Donc voilà, et je suis pas le seul dans l'aventure. Non, vous êtes un peu emblématique parce qu'aujourd'hui vous la dirigez cette boîte. Il y a plein de personnes qui ont pu grandir et on a toujours favorisé le recrutement plutôt de jeunes sortis d'école qui ont plein de choses à apprendre et une expertise à créer et les faire monter en compétences. Donc ça fait aussi partie de notre culture. En plus, WeThings a vécu on va dire des tempêtes et des trous d'air incroyables. En 2016, vous vous faites racheter par Nokia. Ça devient Nokia Health. C'est ça. Donc, on était tous très tristes de voir WeThings disparaître, d'être englouti par Nokia. Et puis 2 ans plus tard, Eric Carrel, le fondateur, rachète en fait Nokia Health à Nokia, parce que Nokia s'est rendu compte que ils avaient fait une connerie, excusez-moi, enfin une bêtise, en rachetant WeThings, et donc recrée WeThings en quelque sorte, qui redevient en fait la pépite française qu'on connaît aujourd'hui, c'est ça ? C'est à peu près ça. Je ne sais pas s'ils avaient fait une erreur, Nokia, mais en tout cas, effectivement, ce qu'on faisait était très loin de leur business cœur, la 5G, des réseaux, etc. Donc Eric rachète il y a 2 ans, avec, pour 2 raisons, je pense, l'équipe en laquelle il croit, qu'il a créée, et qui n'a pas forcément beaucoup bougé pendant l'ère Nokia. Et deuxièmement, le changement dans la santé qu'il avait anticipé 5 ans auparavant, qui est les objets connectés seront au cœur de la santé de demain, aussi bien pour les hôpitaux que pour les assureurs, pour les groupes pharmaceutiques dans leurs études cliniques, pour faire du suivi à la maison des personnes. Ce changement-là qu'il avait anticipé, et d'ailleurs qu'il avait plutôt anticipé en Europe, est arrivé aux États-Unis. Il y a à peu près 2 ans, il y a plein d'initiatives, que ce soit portées par le gouvernement ou par des industriels, qui poussent la santé connectée à la maison. Et donc il a aussi racheté pour ça, parce que Apple est en plein dedans. Mais Apple, c'est qu'un petit exemple quand on s'intéresse vraiment au marché de la santé américain, où, je le rappelle, il y a à peu près 150 millions d'Américains qui ont une maladie chronique, donc c'est juste énorme. Donc le diabète, l'hypertension, l'obésité, l'apnée du sommeil. Et donc il a vu que ça arrivait, et il s'était dit que c'était le bon moment et que WeThings était à la bonne place, après ses 10 ans d'expérience sur un marché plutôt consumer, où on achète nos produits chez Apple, sur Amazon, Fnac, Darty, Boulanger, qu'il y avait aussi une place pour les professionnels pour utiliser nos produits. Et donc il a racheté pour ça, il a racheté aussi pour l'équipe, et depuis 2 ans on travaille ardemment à arriver à cet objectif. Et donc maintenant on ne sort plus que des produits médicaux, on n'est plus dans le bien-être, on est vraiment dans la santé, et on s'adresse dorénavant aussi à des professionnels de santé, principalement aux États-Unis, où ce monde change. Oui, bien sûr. Avec ce pivot B2B qui est important. L'objectif c'est de... Alors je ne sais pas si vous allez abandonner le grand public, non, jamais. Mais c'est de mener les deux... sur les 2 fronts, on va dire. Exactement. En fait, ce dont on s'est rendu compte, et les acteurs de la santé s'en sont rendus compte aussi, c'est qu'à la fin,
on s'occupe d'une personne. Que ce soit un patient ou un acheteur, c'est une personne. Bien sûr. Et en fait, notre B2B, c'est du B2B2C. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils nous choisissent et qu'ils viennent vers nous. C'est que notre expérience en B2C, elle leur permet à eux de motiver leurs patients avec des objets qu'ils ont envie d'utiliser, qui sont utilisés sur le long terme, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils ont des durées de vie de batterie longues, parce qu'ils ont des bonnes connectivités. Et donc, aujourd'hui, toute cette force qu'on a créée en B2C, elle est ultra importante en B2B. Et il est hors de question pour nous de lâcher le B2C, déjà parce que c'est ce qu'on aime faire aussi, c'est voir des gens porter nos produits, mais aussi parce que ce qu'on apprend avec nos utilisateurs servent aux patients de demain. Et cette expérience-là, elle est très importante, il ne faut absolument pas la perdre. Juste un mot, l'hôpital et tout le système de santé français est complètement déconnecté justement des objets connectés. C'est un peu triste. Espérons justement que ce grand plan qui a de été digitalisation. de digitalisation permette justement d'ajouter les objets connectés pour qu'on comprenne bien. En fait, si on arrive à avoir un suivi de notre santé ou de certains indicateurs de notre santé, on peut prévenir de nombreuses maladies, vivre plus longtemps et coûter moins cher en fait. Oui. À la société. On est d'accord. C'est exactement ça. Il y a la prévention. On sait que l'obésité est un peu un facteur de risque sur toutes les maladies chroniques comme l'hypertension, l'apnée du sommeil, le diabète. Donc c'est prévenir, mais c'est aussi mieux supporter les gens qui ont une maladie chronique. Il y a vraiment deux choses. C'est-à-dire qu'un hypertendu, il faut aussi qu'il soit suivi, il faut qu'il soit motivé à prendre ses médicaments. Sinon, il y a 30% des gens qui sont hypertendus qui ne prennent pas leurs médicaments. Ce qui est énorme. Mais ce qui est énorme, un diabétique, c'est pareil, il doit être accompagné, il doit être suivi. Et donc en fait, ce qu'on voit, et principalement aux États-Unis, c'est des programmes de prévention, mais aussi des programmes d'accompagnement, parce qu'il est hors de question d'abandonner les gens qui ont déjà une maladie chronique, et on peut aussi les aider en les motivant, en leur montrant leur succès via des données. Et donc on a aussi ce rôle-là d'accompagnement, même quand la maladie existe déjà. La technologie fait des progrès incroyables avec des capteurs, mais surtout, on s'en rend compte aujourd'hui avec des algorithmes. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'en fait la puissance de calcul permet de détecter en fait grâce, et vous allez mieux l'expliquer que moi, grâce à certains capteurs et à certaines données vitales qu'on va remonter, eh bien on arrive à faire bien plus qu'à avoir la fréquence cardiaque en bien fait. sûr. C'est ça ? On a un très bon exemple, on a un capteur de sommeil qu'on met sous le matelas, qui au tout début mesurait les cycles de sommeil, donc sommeil profond, sommeil léger, etc. On est passé donc de ça. On le met sous le matelas, on l'oublie complètement. D'accord. C'est un des produits qui est le plus utilisé parce qu'en fait, il n'y a rien à faire. Et c'est là la clé justement de ça l'objet fait partie connecté. de notre ADN qui est d'être le moins invasif possible, puisque comme ça on booste un peu l'utilisation. Et donc on est passé de ces cycles de sommeil là, mesurer le rythme cardiaque en continu, mesurer le rythme respiratoire en continu pendant le sommeil. Et après un an à peu près de travail sur les algorithmes que vous décrivez, on a été capable de détecter l'apnée du sommeil sans changer le produit. Simplement le mettant à jour. Exactement. Alors ça demande énormément de calculs et au début ces calculs ils sont faits sur une plateforme dans le cloud, puisqu'ils demandent énormément de puissance. Et une fois que le travail est fait, on arrive à l'embarquer directement dans le produit pour que le produit soit autonome et puisse remonter ses données. Et donc on passe d'un produit qui était plutôt bien-être sur comment je dors, est-ce que je ronfle, etc., à vraiment un produit médical qui nécessite un marquage CE spécifique, le CE médical, pour lequel on a été audité, pour lequel on a dû montrer une étude clinique qui montre les performances de notre produit par rapport à ce qui est utilisé par les experts du sommeil. Et donc on a réussi à faire ça. Et donc c'est entre autres ce qu'on va continuer à faire, aller plus profond dans les données médicales qu'on est capable de mesurer, et aussi se servir de l'ensemble des données médicales qu'on regroupe pour trouver des nouveaux biomarqueurs qui pourraient être des facteurs de risque cardiovasculaire en fonction de plein de types de données. Et donc on peut aller beaucoup plus loin, et ça va servir à la fois nos utilisateurs B2C, comme on l'a fait avec l'apnée du sommeil, mais ça servira aussi forcément aux hôpitaux, aux programmes de santé. Il y a quelque chose aux États-Unis qui existe assez peu en France. Ils appellent ça des healthcare programmes, donc c'est des programmes de santé. C'est des entreprises privées qui, globalement, vont voir les assureurs et vont leur dire on peut s'occuper de ta population à risque pour le diabète. On va les coacher, on va leur expliquer ce que c'est que le diabète, on va leur faire perdre du poids, on va leur faire augmenter l'activité. Et ça va te faire économiser. On va changer leur routine et globalement, on va sauver la vie d'une personne et vous allez avoir un retour sur investissement. Et ces programmes-là, ils explosent aux États-Unis parce qu'ils ont bien compris que gérer du prédiabète ou gérer un hypertendu tous les 6 mois dans un cabinet médical, ça marche pas très bien pour la motivation, pour l'encouragement, pour le suivi. Donc ils le prennent.
Et pour cela, ils ont besoin d'objets connectés. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que ce marché, il est en pleine expansion. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on investit aux États-Unis et sur ce marché-là. Et qu'on notre place de numéro 1, parce qu'on est quand même numéro 1 dans la balance connectée dans le monde. Ça, c'est assez C'était votre intéressant. premier produit, C'était ça, la notre premier balance produit. connectée. C'était révolutionnaire à l'époque. C'était Une balance qui était connectée au Wi-Fi de la Ça maison. paraissait presque un peu fou, je pense. Ouais, voilà. Et voir son aujourd'hui, poids maintenant, sur l'appli. maintenant, c'est utilisé par des hôpitaux, c'est utilisé par des programmes de santé. Il y a de plus en plus de médecins qui nous écrivent en disant j'ai eu un patient qui a pris son électrocardiogramme avec votre montre. Heureusement, on a pu détecter qu'il avait de la fibrillation auriculaire. Je lui ai donné des anticoagulants, etc. Enfin, on est passé de vous avez amélioré ma vie à vous m'avez sauvé la vie. Vous m'avez sauvé la vie. Et ça, c'est quand même super plaisant quand on travaille dans une entreprise de se dire que on travaille pour ça, quoi. Et en plus, Mathieu, on en est au tout début de cette histoire-là. Ouais, C'est-à-dire que là, c'est presque les balbutiements. J'imagine que vous découvrez plein de choses. Tous les jours. Tous les jours, c'est ça qui est fou. Et puis, après, il y a, on va dire, la période qui était un peu particulière avec ce Covid. J'imagine que vous avez dû suivre tout ça avec beaucoup d'intérêt. Et est-ce que ça vous a donné envie peut-être de créer de nouveaux produits, cette période, cette épidémie, ou peut-être je sais pas moi, d'avoir une posture différente sur certaines nouveautés ou certains travaux? Donc déjà, ça a été une période assez compliquée, même en tant que dirigeant. C'est tout le monde en télétravail du jour au lendemain. Et quand on fait des produits, c'est assez compliqué. Mais on a vraiment une équipe qui est restée soudée. Et qui, parce que vous étiez en train de développer la ScanWatch, dont on va parler tout à l'heure. Et plein d'autres sujets. Qu'on avait présenté, qu'on avait découvert ensemble au CES. Donc voilà, l'équipe a su rester ultra soudée. Et c'est probablement dû aux 10 ans et à tous les changements qu'on a vécu ensemble. Ce qu'on a vu pendant le Covid... on n'a rien vraiment découvert, ça a juste renforcé notre idée. On a vu deux tendances. Les utilisateurs, clients qui achètent nos produits à la Fnac, chez Darty, etc. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience. On a vu nos ventes augmenter de 50% par rapport à l'année dernière. Incroyable. Donc en fait, cette période de Covid a été positive pour vous. J'aime pas utiliser le mot positif parce qu'on est quand même dans une crise, etc. Mais en tout cas, elle a vraiment renforcé ce qu'on avait anticipé. Et en fait, on le voit dans les médias, il y a eu beaucoup de si vous êtes hypertendu, si vous êtes diabétique, vous êtes à risque pour le Covid. Et je pense que ça a vraiment créer une prise de conscience auprès des utilisateurs. On le voit en France, en Allemagne, aux États-Unis, et même après le déconfinement, on voit que cette tendance continue. Donc je pense qu'il y a déjà une vraie prise de conscience de la part du public sur ces maladies chroniques qu'il faut savoir mesurer et dont on peut être le propre acteur. On n'a pas besoin de passer par un médecin nécessairement pour pouvoir le suivre. Et rappelons que, comme vous le disiez, le Covid, en fait, se développait beaucoup plus vite sur des personnes qui étaient hypertendues, qui avaient du diabète, etc. Elles étaient plus à risque. Et voilà. Et de l'autre côté, sur la partie B2B, on a bien évidemment vu exploser les demandes de suivi à distance, de télémédecine, de tout ça qui nécessite des produits connectés. On a eu aussi pas mal de demandes d'hôpitaux. Et la NSM d'ailleurs nous a donné une autorisation, une dérogation pour pouvoir donner des ScanWatch sans avoir la certification médicale qu'on n'avait pas à l'époque et qu'on a maintenant. Oui, qui étaient quasi pas des prototypes, mais en tout cas, ils n'étaient pas finalisés. Pour le suivi du taux de saturation d'oxygène dans le sang, qui était un des critères qui était intéressant de monitorer quand quelqu'un avait des problèmes respiratoires, mais pas suffisamment sévères pour être hospitalisé. Et donc tout ça, ça nous a permis d'aider, mais surtout de confirmer l'importance que tout cela a et peut pouvoir avoir. Après, sur le développement de nouveaux produits... Enfin, je sais pas, je vous coupe, mais la température, par exemple, c'est un truc tout bête. Oui. Aucune montre ne capte la température corporelle. Non, alors nous on a un thermomètre connecté. Oui, mais d'accord, mais c'est un appareil spécifique en fait, dont il faut se servir. Et vous n'êtes pas les seuls. Enfin, les thermomètres, après, il y en a des millions à la pharmacie. Il y a bien entendu plein de choses qui sont possibles. On me parle de pression artérielle au poignet, on parle de température au poignet, on parle même de mesure de glucose au poignet. Je pense que tout cela va venir, mais je pense. C'est-à-dire, pour qu'on comprenne bien, avec une montre, on va pouvoir capter, on va dire, des dizaines de paramètres vitaux de mon organisme. Je pense que ce sera le cas. Par contre, aujourd'hui, la technologie, elle n'est pas encore suffisamment éprouvée, elle n'est pas encore suffisamment fiable. Ça demande, comme vous l'avez dit, des capteurs et des algorithmes très fiables. Et ça demande du temps. Mais ce qui est sûr, c'est que
le corps, sans forcément être invasif, est à lui-même un très bon indicateur de plein de choses sur la santé, en amont de certains mêmes symptômes qu'on peut ressentir. Et donc il y a forcément plein de choses à faire. Et je prends l'exemple de notre capteur de sommeil dont je vous ai parlé tout à l'heure. On voit des gens, on voit quand les gens, par exemple, ont consommé de l'alcool, puisque le rythme cardiaque descend beaucoup moins vite que quand on se repose naturellement. On peut voir plein d'autres choses. Il y aura peut-être la température demain, il y aura peut-être des arythmies. Donc il y a plein de choses à voir dans ces données. Et c'est vraiment là-dessus sur lequel on veut accélérer. Mais je me focalise sur la température parce que ça a été, tout le monde parlait de la température pendant nous, notre demande de thermomètre a explosé. Clair. Mais est-ce que demain, on peut imaginer une montre connectée avec prise de température ? Techniquement, c'est possible ou pas ? Ça marche ? Je pense que techniquement, c'est aujourd'hui très dur. On n'est pas à l'abri que ça fonctionne demain, mais je pense qu'on tend vers cela. Et pourquoi ? Parce que le fait ça ne suffit pas d'avoir un boîtier collé à la peau. Déjà, on ne peut pas prendre la température n'importe où. Il y a quand même des endroits où aujourd'hui, il est recommandé de prendre sa température de manière rectale, de manière frontale, sous les selles ou sous la langue. Quand on voit, enfin, vous êtes rentré dans nos locaux, hein, il y a une espèce de détecteur de température automatique, vous passez devant et ça vous dit si vous êtes bon ou pas, vert ou rouge. Oui, mais de là à l'embarquer dans une petite montre, c'est quand même encore différent. Mais donc je pense qu'on y viendra. Et encore une fois, il ne faut pas aller trop vite parce qu'il faut quand même garder la crédibilité médicale qui est nécessaire. Et donc il ne faut pas aller trop vite. Je pense qu'il y a une différence. Ce sont des cycles de développement beaucoup plus longs, en fait. Bien sûr. Et surtout sur de l'innovation. Faire quelque chose qui existe déjà, refaire un tensiomètre et changer un écran, ça va assez vite. Apporter un nouveau biomarqueur médical, ça prend un an et demi, et ça peut prendre plus longtemps. Et après, il faut la validation. Exactement, et donc vaut mieux, enfin tout est possible, mais vaut mieux quelque chose qui fonctionne que arriver trop tôt sur le marché avec quelque chose qui ne fonctionne pas très bien. Alors, parlez-nous de cette ScanWatch, justement, qui a été testée pendant cette période de Covid. Elle s'apprête à sortir, là, oui. Elle va arriver à la rentrée. Donc, elle sort en septembre et on fait un pré-lancement la semaine prochaine. Oui. Donc, petite information exclusive pour commencer à en vendre à nos premiers utilisateurs les plus fidèles. Qui la trouveront où ? Donc, à partir de notre site web sur wesings.com. Donc, dès la semaine prochaine, je pourrais l'acheter si Exactement. Je veux. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette montre ? Parce que les montres, c'est pas la première que vous faites. Hein. Donc, elle suit un peu ce changement médical qu'on a décidé d'entreprendre il y a 2 ans. On a pris tout ce qu'on savait faire de mieux dans nos montres, donc une montre connectée qui suit l'activité, qui suit les pas, et encore une fois on veut passer du wellness aussi à la santé, et donc c'est la montre connectée la plus avancée au monde en termes de capteurs de santé. Donc on a bien entendu le rythme cardiaque, on est capable de prendre un électrocardiogramme directement au poignet, on a un capteur, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, de SPO2, donc de taux d'oxygène dans le sang, qui est très utile pour certaines maladies ou certains sportifs. L'apnée du sommeil, justement. L'apnée du sommeil qui va découler de ce capteur-là. Expliquez-nous, c'est-à-dire que en fait, ça va détecter le taux d'oxygène que j'ai dans le sang. Exactement. Et donc, quand je fais une apnée du sommeil, vous arrêtez de respirer. Donc j'ai moins d'oxygène dans le sang. Exactement. Et la montre va le détecter. Exactement. Et en fait, on est capable de voir le nombre d'épisodes apnéiques que vous avez par heure, donc le nombre de fois où vous arrêtez de respirer. Et en fait, passé certains seuils, vous devenez apnéique modéré, apnéique sévère. C'est une maladie qui est sous-diagnostiquée alors qu'elle a une prévalence incroyable. Et parce que personne ne s'en rend compte. C'est dur de s'en rendre compte, et en fait le chemin de diagnostic actuel, c'est vous allez voir votre médecin traitant, si jamais vous décrivez les bons symptômes, vous allez voir un expert du sommeil. Exactement. Et après vous avez un test en hôpital bardé de capteurs. Voilà. C'est-à-dire que en fait votre montre remplace on va dire un examen, alors qui sera peut-être plus fiable, je ne sais pas, hein, mais je suis obligé. Qui viendra peut-être en confirmation de ce que nous on a vu. Où je suis obligé d'installer toute une batterie de capteurs et de dormir, c'est ça, avec ce type d'équipement. Et non seulement c'est moins invasif, mais nous on a des données sur la durée. Bien sûr. Donc on voit des évolutions. Un test de sommeil, vous n'allez pas le faire pendant 25 jours chez vous. Nous, on a 30 jours de durée de vie de batterie, ce qui nous permet d'avoir un engagement, une rétention super forte sur nos produits. Et donc, on va pouvoir voir des tendances. Encore une fois, nous, on croit profondément que la tendance, elle est plus importante que le chiffre. Parce qu'en fait, la tendance, elle vous montre des progrès ou elle vous montre que vous allez dans le mauvais sens. Et elle est plus importante que le chiffre qui vous met dans une case malade, pas malade, qui est un peu le problème de la santé aujourd'hui. Alors ça, c'est vraiment une grosse fonctionnalité qui arrive. Vous n'êtes pas les premiers, je crois, à faire un bracelet qui détecte l'apnée du sommeil. Je crois que ça existait. J'avais vu une petite boîte française qui avait sorti quelque chose un peu en catimini il y a quelques années. Mais est-ce que c'est vraiment fiable ?
Oui, Je veux dire, il y a des études cliniques qui sont faites en face. Et alors, vous avez un chiffre à nous donner? Est-ce que c'est à 99% Alors, fiable, je ne l'ai pas en 90? tête. C'est des chiffres qu'on publie sur notre site web Ouais. parce que c'est quelque chose d'important pour nous. Mais globalement, on est très proche voire meilleur que certaines technologies qui sont utilisées aujourd'hui par des hôpitaux. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a plusieurs nuits de données. Et donc, en fait, il vaut mieux parfois avoir plusieurs nuits de données Oui, bien sûr. qui sont Que un one shot. 2% moins, Oui, oui, oui. 2% moins fiables qu'un examen. Encore une fois, bardé de capteurs où de base, vous allez quand même beaucoup moins bien dormir que Bien sûr. normalement. Mhm. Vaut mieux avoir 2% de fiabilité en moins, mais avoir tout un panel de données de nuit qui va vous permettre de confirmer l'apnée du sommeil sur plusieurs nuits et sur le long terme. Donc c'est très intéressant. Donc cette ScanWatch ECG, donc Ouais. l'électrocardiogramme, la détection donc du taux d'oxygène dans le sang et l'apnée du sommeil. Qu'est-ce qu'elle fait Exactement. d'autre? Elle donne l'heure ou pas quand même? Elle donne l'heure, elle donne la date, elle donne pas mal de choses. Vous pouvez courir avec. On a un mode avec un GPS lié Il n'y a pas de au téléphone. notification par Si, oui, vous avez aussi les notifications. D'accord. donc Quel vous avez type de notification? Toutes les notifications de votre smartphone. Donc D'accord. en fait, il y a pas. SMS. Si vous avez une application WhatsApp, Facebook, ce que vous voulez, vous l'aurez. On s'arrête là parce qu'en fait, on veut pas aller. On veut pas devenir non plus une smartwatch profonde avec des applications comme ça peut être le cas dans d'autres smartwatches. Oui, oui. On tient à notre durée de vie de batterie, on tient à l'expérience utilisateur qui sont pour nous clés pour justement l'engagement de nos utilisateurs. C'est-à-dire Mais que par vous contre, aller partez- plus profondément dans la santé, ça nous intéresse. En fait, vous n'êtes pas véritablement concurrent de l'Apple Watch, Non, par exemple. je pense pas. Je pense que c'est deux marchés différents. Ils ont une super montre qui permet d'écouter de la musique, de commander un Uber, etc. Nous, ce sera jamais le cas parce qu'on ne veut pas devenir une smartwatch. Le problème de l'Apple Watch, c'est que l'autonomie est de 24-48 heures et que pour justement évaluer notre apnée du sommeil ou des paramètres justement que l'on peut avoir quand on dort, c'est compliqué, quoi. Parce que si on la garde la nuit, on peut pas la recharger la nuit. Exactement. Et encore une fois, quand quelqu'un est malade ou quand quelqu'un essaye de prévenir une maladie, c'est important de lui enlever toute friction possible. Et en fait, le rechargement, c'est un frein à l'adoption. Et donc c'est pour ça que nous, on a toujours eu cet intérêt pour la durée de vie de la batterie qui doit être la plus longue possible, qui était un peu assez clé dans notre business aujourd'hui. Et en B2B devient super important parce que ils n'ont pas envie de perdre des gens liés à l'utilisation d'un produit connecté. Nous, on arrive même à booster les taux d'engagement de certains programmes qu'on rejoint grâce à l'utilisation de nos produits, parce que les gens aiment utiliser nos produits. Je crois qu'en moyenne, un utilisateur de balance, il se pèse 180 fois par an sur une balance, donc tous les 2 jours. C'est juste énorme. En fait, on voit qu'on est rentré dans la vie des gens, dans leur routine, et que c'est devenu important pour eux. Dernière question, on se rend compte que, évidemment, non seulement vous allez prévenir des maladies, vous allez peut-être éviter les gens à aller à l'hôpital, vous allez à terme faire des économies à notre système, on va dire, social. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer demain que, comme j'achète sous ordonnance tel ou tel médicament qui est remboursé, une partie de cette montre pourrait être remboursée parce que justement je m'en sers et parce que elle va faire du bien à ma santé? La réponse est clairement oui. C'est le cas aux États-Unis. Il y a des programmes qui remboursent des objets connectés. Donc c'est quoi? C'est des mutuelles? C'est le cas c'est couvert par la mutuelle. Il y a des programmes sur des maladies chroniques où ça fait partie du programme de donner un objet connecté. Et en fait, nos objets connectés, ils ont un prix, mais ils sont très rentables par rapport à leur impact sur quelqu'un. Mais bien sûr. On arrive à déjà chiffrer la rentabilité, en fait. On parle argent, mais c'est le nerf de la guerre, malgré bien tout. Sûr. C'est comme ça que ça avance. Mais aux États-Unis, des programmes de prédiabète pour éviter que quelqu'un soit diabétique, ils peuvent faire des économies. Ils peuvent diviser par 10 la facture annuelle d'un diabétique aux États-Unis parce qu'il ne le sera pas. Parce que l'assureur n'aura pas à payer l'insuline et tous les coûts qui sont autour. Pourquoi on est en retard? On est autant en retard en France? Après, on a aussi moins de problèmes de santé. J'aimerais. Les chiffres sont meilleurs, mais je pense que ça viendra et je pense qu'il y a une partie du plan qui sera dédiée à la digitalisation des hôpitaux et donc probablement de l'intégration des objets connectés dans cet environnement. Mais c'est sûr qu'on y viendra. Et nous, demain, mon généraliste pourrait me prédire une montre WeSings. Je pense que ce sera le cas. Il y aura des prescriptions de tensiomètre connectées.
C'est dingue ça. Bah, c'est super intéressant. Alors que votre montre n'est pas tensiomètre. Hein. Non. Elle donne. C'est un des appareil tensiomètres. spécifique. Oui, on a 2 tensiomètres. Voilà, c'est ça. On peut imaginer un tensiomètre dans une montre? On peut imaginer tout dans une montre, Oui, François. c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Mais- non, mais- mais ce que mais- je veux dire par là, c'est que le tensiomètre, c'est un appareil spécifique. Oui. Je veux dire, le thermomètre, c'est un appareil spécifique. Bah, Il faut aller dans la. Avant, il faut il y aller avait dans le un tiroir. électrocardiogramme qui était un appareil spécifique. Ouais, ouais. Il est rentré dans une montre. Je pense que, un peu comme ce qu'a fait Apple avec l'iPhone, Oui, on peut tout rentrer dans un produit. La montre est le meilleur objet, à votre avis, pour capter en fait la. Il est toujours sur soi, donc il est intéressant. Après, tout le monde ne porte pas de montre. Je crois Non. que c'est votre cas. Moi, le produit que j'apprécie le plus chez nous, c'est justement ce capteur sous le matelas. Parce qu'en fait, on a 8 heures de Oui. données sur vous, On s'en qui est occupe pas. globalement plus que le temps par an que vous passez chez un médecin. Et on pourrait avoir autant de données que sur une montre avec un capteur sous le matelas. On va y travailler en tout cas. On D'accord. voit déjà le rythme cardiaque, donc il y a forcément des choses à Bien voir sûr. dedans. Ouais. Et le rythme respiratoire qui est devenu quelque chose d'important, surtout pendant le Covid. Donc il y a plein de choses à faire. Suivez un peu notre actualité sur la prochaine année. Vous verrez. Tout ça est passionnant. Tout ça est passionnant et c'est français. C'est ça qui est génial. Et on ne le dira jamais assez. Mathieu, merci beaucoup. Merci François. Rappelons que vous êtes directeur général de WeThings et cette montre, donc la ScanWatch, qui arrive là dans les jours qui viennent. C'est ça. Si vous voulez, pourquoi pas vous y intéresser. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous de nous être fidèles. Passez de bonnes vacances. On va s'arrêter quelques semaines pour revenir toute fin août. D'ici là, profitez bien et à très vite. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.